En cette nuit profonde, où mon sommeil s'est enfui avec mes rêves brisés, en cette nuit agitée, où ne s'entendent que les pleurs des chiens et le hurlement des hiboux, j'ai trouvé opportun de congoler pour dénoncer à haute et intelligible voix la trahison dont j'ai été victime et pour enfin me débarrasser de ces oiseaux pilleurs qui ne cessent de me chanter une liberté illusoire, de ces coqs qui ne cessent de me chanter une nouvelle journée de gain effort, de ces cygnes qui ne cessent d'ovationner mes échecs, de ces larves de moustiques qui ne cessent de se délecter de ma peine, de ces démons qui m'incitent à la haine et à la guerre, de ces crampes qui m'empêchent de bouger. Depuis pour moi, chaque matin, une matinée dîner et chaque soir, une soirée massacrée. Il paraît que mon présent ne présage aucun signe d'un avenir radieux, conscient de ce qu'on ne vit qu'une seule, et que chaque temps qui passe est une occasion qui trépasse, et ne ferai jamais de mon pays sur terre une existence coupable, coupable de mon silence, silence criminel, silence macabre, en héritage perpétuel pour les générations futures. Je m'assigne ici la mission d'écrire une page de l'histoire de mon continent, avec pour motif des faits qui forcent sincèrement l'âme aux pleurs, le cœur au désespoir et le corps à la révolte. Oui, je m'engage à le faire, chers amis, chers frères et sœurs, messieurs les maîtres du monde. Je le ferai avant que le temps ne me pourrisse la raison. Je le ferai avant que l'oubli me trahisse les idées et les mots. Je le ferai malgré les menaces de l'orage, voire de l'ouragan. Je ne crains ni tempête, ni le grondement du tonnerre. Si je me réfère à Desmond Tutu, notre devoir est de s'exprimer pour les bonnes causes et de défendre les plus faibles. La terre, c'est nous, parce que le monde est une part de nous-mêmes. Et Dan Brown, Inferno, avise que les endroits les plus sombres de l'enfer sont réservés aux imbéciles qui restent debout en temps de crise orale. Que nous accompagnent les tambours sacrés avec nos griots en sons et chansons ancestraux. Dans nos sacs de verre cassés concassés, nous avons 1000 paroles et 1000 mots tissés des mots de nos rêves brisés. L'heure où la Kasuki menace, l'heure où tout le monde craint l'épée de Damoclès, qui représente une menace constante pour la planète, une menace pouvant conduire à l'extermination de ma race. Je dois me débarrasser de mon silence coupable et réclamer ma liberté, ma dignité et de tout ce qui va avec. Peuple d'Afrique, il est temps de faire entendre une voix qui refuse de trembler devant l'évidence macabre qui nous entoure, temps de dénoncer sans détour ni embellissement la dégradation inhumaine et constante de notre continent, temps d'exposer les beaux sans chercher à réconforter ni à mentir. Voici l'Afrique dans toute sa douleur et toute sa trahison. Mais avant, qui suis-je? Je suis le capitaine Guillaume Belkos Kenyangné. Il paraît que je suis béninois pour avoir vu le jour au Bénin. Dans ma peau, dans mon âme et dans mon esprit, je me sens issu de tous les pays d'Afrique. Alors, plutôt que la nationalité béninoise, je revendique la nationalité africaine. Quand le terrorisme a levé sa tête immonde dans cette portion de terre de l'Afrique de l'Ouest, appelée Bénin, je ne me suis pas contenté de regarder. J'ai plongé dans l'enfer, armé de détermination et de rage froide. 2 ans dans les ténèbres du combat, senti la chaleur des détonations sur ma peau. J'ai entendu la mort chuchoter à mon oreille et je lui ai répondu, pas aujourd'hui. Je suis un hybride, je peux muter à tout moment, devenir ce que l'instant exige. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que militaire. Et demain, je serai ce que la révolution, le spectre du néocolonialisme, une domination omniprésente. Nous pensions nous être affranchis, avoir brisé les chaînes visibles de l'oppression, dans les replis de nos terres, dans l'ombre de nos institutions, néocolonialisme prospère, militaire, politique, économique et financier. Ils rongent nos souverainetés comme un cancer invisible, des accords commerciaux inégaux, des contrats opaques et des politiques néocoloniales maintiennent de nombreux pays africains dans une position de dépendance économique. Les multinationales étrangères continuent de profiter des ressources africaines avec la complicité de dirigeants locaux corrompus, laissant les populations locales dans la pauvreté. Elles exploitent nos terres, les minerais,
gisements d'or, notre pétrole, etc., laissant derrière elle la misère et la désolation. Les richesses du sol africain engraissent les bourses occidentales, tandis que nos populations crèvent de faim. Cette situation n'est pas fortuite. Depuis la colonisation, l'Afrique a été pensée comme une réserve de matières premières pour les grandes puissances. L'indépendance des années 1960 n'était qu'une farce, un leurre. Les anciennes puissances coloniales n'ont fait que changer de forme, de méthode, déguisant leur domination sous une façade trompeuse. Cette indépendance nominale, comme l'affirmait Thomas Sankara, n'a libéré que les mots, pas les peuples. Elle reste une façade et ne permet pas au peuple africain de véritablement s'émanciper. Sankara soulignait que maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament et en prenant le médicament. L'Afrique n'a reçu qu'un placebo. Les accords économiques et monétaires imposés par les anciennes métropoles continuent de priver l'Afrique de sa souveraineté. Des mécanismes comme le plan CFA, le plan d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI, ou encore les accords de partenariat économique APE sont des outils qui garantissent une dépendance perpétuelle des pays africains. Interrogez les jeunes en Europe ou en Amérique. Beaucoup n'ont jamais entendu parler du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad ou du Mali, comme si ces pays n'existaient pas dans leur imaginaire collectif, alors que la jeunesse africaine connaît parfaitement et par cœur tous les pays occidentaux. Comment un peuple peut-il être connu, espérer s'émanciper et se faire respecter en vivant perpétuellement dans l'homme de l'autre, à genoux devant son héritage imposé? Comment peut-il croire en lui-même, avancer et évoluer, alors que tout ce qui structure son existence, son éducation, sa monnaie, sa langue, ses lois, ses institutions, porte l'empreinte écrasante de l'ennemi? Prenons l'Afrique francophone. Chaque pilier de la société, de la constitution au code pénal, du code de procédure à celui des personnes et de la famille, est un copier-coller servile des textes français, parfois à peine adaptés, souvent sans aucune considération pour les réalités, les besoins ou les valeurs locales. Même les documents militaires et policiers reflètent cette dépendance humiliante. La présence de bases militaires n'est qu'une partie de l'iceberg. Il y a bien plus saignant et dramatique. Ces militaires et agents de renseignement français sont permanemment présents dans toutes les administrations militaires, policières, écoles de formation des officiers. Il est évident que la France peut sortir aujourd'hui de son tiroir le dossier complet, allant du cuivre jusqu'à l'ADN de chaque officier des pays francophones d'avant l'indépendance jusqu'à nos jours. Officiers toutes catégories confondues, de sous-lieutenants jusqu'aux généraux. Même les officiers ayant échappé à leur formation dans les écoles, académies francophones ou françaises ne sont pas à l'abri de cette surveillance. À leur retour, ils se retrouvent confrontés à un réseau d'agents de renseignement dissimulés sous le couvert de coopérants qui sont omniprésents dans les bureaux et couloirs des directions générales de gendarmerie, de police et des états-majors généraux des pays francophones. Ils y sont aussi avec le costume de conseillers. Leurs missions sont entre autres de s'assurer que toutes sortes de décisions stratégiques, techniques, toute formation, tout plan soient non seulement alignés avec la France, mais aussi sous la France. L'achat d'une simple munition ou d'un petit couteau pour la défense du territoire doit obligatoirement s'effectuer par l'intermédiaire de l'armée française. Interdiction formelle pour nos nations de fabriquer même une petite aiguille pour sa défense. Peuples africains, où est l'indépendance réelle? Où est la dignité dans ce simulacre de souveraineté? Et pourtant, l'aliénation est telle que beaucoup s'en accommodent, voire s'en réjouissent, comme si cette soumission intériorisée était une norme acceptable. Là, le véritable drame, non seulement l'héritage colonial, qui est le néocolonialisme, continue de structurer nos sociétés, mais nous semblons nous complaire dans cette dépendance, incapables ou réticents de choisir un chemin qui nous soit propre. Steve Biko disait que l'âme la plus puissante dans les mains des oppresseurs est la mentalité des opprimés. Jusqu'où faudra-t-il descendre avant de comprendre que le respect et la dignité ne se quémandent pas, mais se méritent, et que l'émancipation ne viendra jamais de l'imitation servile, mais de la capacité à construire sur nos propres fondations. Et tandis que
Le peuple peine à reconquérir sa dignité. Ceux qui devraient en être les garants se complaisent dans des pratiques qui trahissent leur mission. Des valets locaux, des corrompus au pouvoir. Ces dirigeants se gardent des richesses qu'ils dérobent au peuple. Corruption, avidité, pillage. Leur avidité n'a d'égal que leur indifférence. Le favoritisme, le clientélisme, le népotisme érigé en mode de gouvernance. La compétence oubliée, l'intégrité enterrée. Ils transforment les institutions en outils personnels, taillant les lois sur mesure pour écarter la compétition, truquer les élections et s'éterniser au pouvoir. Les opposants, ces voix téméraires qui osent encore défier la tyrannie, sont pourchassés, jetés en prison, poussés à l'exil. Regardez le Bénin, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tant d'autres pays d'Afrique, où des despotes sans scrupules tripatouillent les constitutions, trafiquent les lois électorales et imposent de nouvelles règles en pleine partie, comme des tricheurs pris en flagrant délit. À chaque élection, leurs mains s'imbibent du sang de ceux qui osent réclamer justice, pendant qu'ils pillent nos richesses et offrent nos terres aux puissances étrangères. Ils ne gouvernent pas, ils braquent. Ils prennent en otage des nations entières, bâillonnent les peuples et s'accrochent au pouvoir comme des parasites. Une justice aux ordres. La justice, jadis symbole d'équité, est devenue une arme docile. Les puissants l'utilisent pour broyer leurs ennemis, pour piétiner les faibles. La gouvernance, une absurdité sans vision. Le futur n'est qu'un mot vide de sens, une démographie galopante. Les jeunes s'empilent comme des nombres dans une équation sans solution. Qui se préoccupe de leur avenir? Certainement pas ceux qui règnent sans prévoir, sans préparer. Une éducation caduque et ils en sont tous conscients. Les chefs d'État, les élites, ministres, directeurs de cabinet, ainsi que les plus riches, envoient tous leurs enfants en Europe, en Amérique, etc. Même les différents ministres de l'éducation nationale envoient leurs enfants à l'extérieur. Rêve brisé. Nos écoles et nos universités déversent des diplômés sans emploi par milliers chaque année. Des esprits brillants, jetés dans les rues comme des déchets. D'autres esprits, remplis de théories, mais vidés de compétences utiles. Dans les rares lycées, qui tentent d'apprendre un métier, on enseigne encore à réparer des Peugeot 504 des années 1970. L'apprentissage des choses d'une époque révolue. Nous formons une jeunesse incapable de construire un avenir. Et quand elle rêve, n'est que pour refuser le continent. Les politiciens, ces marchands de rêves éphémères, ils tiennent tous le même discours, pourtant rien ne change. Ces politiciens de tous bords défilent avec des discours recyclés et des promesses usées. Leur spécialité, la vente de rêves et de chimères à la veille de chaque élection. Dans les villages et les cités, ils s'improvisent bienfaiteurs. Maïs, haricots, les piments sont tous de plus en plus chers. Nous allons vous régler tous ces problèmes. Vous avez besoin d'écoles, de routes, de ponts, d'électricité, d'eau potable. Mon parti politique est là pour ça. Je suis votre homme. Puis, vient l'heure de l'achat de conscience. Colonne par 1, 100 francs, 200, 300, parfois 700 francs. Et 1 kilo de riz sont distribués avec des sourires condescendants. Ensuite, disent-ils, regardez bien le spécimen. Demain, votez ici pour moi. Au lendemain des élections, ils disparaissent comme des fantômes, laissant derrière eux une population désillusionnée, toujours plus pauvre et déboussolée. Rendez-vous aux prochaines élections pour la reprise de la mascarade. Souvent, quand ils sont élus, ils sont tout de suite confrontés à d'autres réalités implacables sur le terrain. Celle d'une chaîne invisible du néocolonialisme. Le peuple est trahi, berné à chaque élection. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Face à cela, notre jeunesse est désemparée.
et désenchantée. Pauvre, sans emploi, abusée, déchue qu'elle soit, tourne finalement son regard vers un ailleurs chimérique, croyant trouver un Eldorado qui n'existe pas. Quitter l'Afrique, quitter à tout prix cette terre de malheur, de jalousie, de sorcellerie, de médisance. Ils veulent tous partir. Campus France, Visa Canada, Loterie Visa USA, même un mariage absurde avec une grand-mère européenne pour du visa. Peu importe les moyens, on doit fuir ce continent de désastre. La Méditerranée, certains affrontent la mer, cette tombe océanique à ciel ouvert, engloutissant des milliers de nos frères et sœurs chaque année. Pourtant, combien sont-ils encore prêts à risquer leur vie? Des millions. Arrivés là-bas, ils sont vite détrompés. Esclaves, emploi minable et précaire. Mieux, tous, au moins une fois victimes du racisme et de la xénophobie. Finalement, au fond d'eux, ils ne se retrouvent nulle part au monde. Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout, les Noirs subissent le racisme. Quel autre peuple endure une telle tragédie? Aucun. Et comme si le racisme ne suffisait pas, le terrorisme frappe violemment nos terres. Ce fléau n'est pas un hasard. Ces causes profondes sont liées à la division arbitraire, conséquence de la balkanisation de l'Afrique, suivie de l'héritage que nous a légué la colonisation. Aujourd'hui, le terrorisme est financé par les puissants et nourri par leurs intérêts géopolitiques, orchestré par nos dirigeants corrompus et fantoches. Avec le peu de volonté qui reste à certains chefs d'État, la lutte contre ce fléau est rendue inefficace, voire impossible, compte tenu de la faiblesse des États, la faiblesse des armées, les tensions interétatiques, l'absence de renseignements fiables et la porosité des frontières en font un défi quasi insurmontable. La collaboration entre États est minée par des crises de confiance allant des différends historiques aux allégeances divergentes. Les armées, contraintes par les limites des frontières nationales, sont souvent incapables de poursuivre les terroristes une fois qu'ils franchissent ces lignes pour se réfugier dans un pays voisin. De plus, lorsque leur sécurité est compromise dans un territoire, ces groupes se replient temporairement vers d'autres territoires voisins, attendant que la situation se calme avant de reprendre leurs activités. Ce cycle infernal de déplacement stratégique se perpétue sous le regard impuissant des différentes armées, incapables de coordonner efficacement leurs efforts au-delà des frontières. Tous les efforts nationaux et régionaux en Afrique pour lutter contre ce fléau ont lamentablement échoué, laissant les populations et les camarades soldats à la merci de l'horreur quotidienne. Le pire, certaines autorités africaines sont complices. Pendant qu'ils bâtissent leur nation avec notre pétrole, notre coltan, notre diamant, notre or et notre uranium, ici, ces richesses ne sèment que le deuil et la désolation. Les villages sont détruits, le peuple divisé, les espoirs anéantis. À cela s'ajoute des guerres absurdes, civiles, ethniques, politiques, qui nous affaiblissent toujours plus. L'Afrique saigne. Nos terres riches de ressources ne sont pas seulement pillées, elles sont devenues le théâtre d'essais de vaccins et de produits pharmaceutiques. Au mépris de toute éthique et dignité humaine, les hommes, les femmes, les enfants d'Afrique, contre leur gré, sont traités comme des rats de laboratoire, trahis et soumis en masse à des expérimentations cliniques sans leur consentement, fascinés comme des mots imaginaires. Autant de questions qui appellent à une réflexion urgente. Chaque jour,
Le continent n'est qu'un théâtre de feu, de sang, de larmes et d'angoisse. Pendant que les nations dites puissantes prospèrent sur nos ruines, chaque année, nous envoyons de toutes les couleurs, balles honteux des sommets internationaux, sommets Russie-Afrique, USA-Afrique, Japon-Afrique, Chine-Afrique, Europe-Afrique, France-Afrique, Inde-Afrique, Turquie-Afrique, Corée du Sud-Afrique, Italie-Afrique, et la liste s'allonge. Il est scandaleux de voir les dirigeants de tout un vaste, grand et riche continent se bousculer pour répondre aux convocations d'un seul pays au tribunal économique, politique ou environnemental de ce dernier. La scène internationale est devenue un théâtre, une mise en scène humiliante et tragique où les dirigeants des 54 pays africains se culbutent pour répondre aux convocations, non pas pour discuter entre égaux, mais bien plus dramatique. L'Afrique dans toute sa diversité, sa grandeur, sa jeunesse, quémande et se met au gadabou pour recevoir des ordres. Pourquoi est-ce aux 54 nations africaines de faire décoller leurs avions pour se rendre en rang serré en Chine, en Russie, en France, aux États-Unis et ailleurs? Pourquoi l'inverse n'est-il jamais envisagé? Cette absurdité résulte directement de la fragmentation du continent, de sa division. Faute de parler d'une seule voix, l'Afrique reste vulnérable face aux grandes puissances qui l'invitent, non pas pour écouter, mais pour imposer. Ces sommets ne sont que des parodies où l'Afrique joue le rôle de spectateur passif dans son propre destin. Les puissances extérieures y déploient leur stratégie, non pour développer le continent, mais pour l'exploiter davantage. Réveillez-vous, peuple africain! Un capitaliste n'a jamais désiré la concurrence. Sur cette terre de prédation, dans cet univers impitoyable, le monde n'existe pas. Chaque fois qu'un capitaliste sourit, fait la cour ou invite un pauvre à sa table, c'est toujours dans l'intention de le dominer, de mieux l'exploiter. Réfléchissez un peu. Vous appartenez à un monde où le plus faible est dévoré par le plus fort. Le monde n'a de regret pour personne. Le Dieu qui a créé le lion est le même qui a créé la gazelle. Si l'Africain ne se bat pas pour sa souveraineté, les autres se battront pour le contrôler. C'est tout à fait normal. Derrière les poignées de main et les sourires se cache une lutte acharnée entre les puissances elles-mêmes de stratégie géopolitique. S'accaparer les ressources naturelles, marché, l'influence stratégique, etc. Chaque puissance tente de placer ses pions, de mieux tromper et dominer l'Afrique, tout en camouflant leurs intentions sous le vernis de l'aide au développement. Une situation que Kwame Nkrumah, l'un des pères de l'indépendance, redoutait déjà au lendemain des indépendances nominales. Il ne faisait que répéter sans cesse: individuellement, nous serons tous crucifiés. Il avertissait déjà dans son livre L'Afrique must unity, l'Afrique doit s'unir, que la balkanisation de l'Afrique est l'un des outils les plus efficaces du néocolonialisme. Diviser pour mieux régner est une stratégie qui a trop bien réussi. Lorsqu'il a voulu engager la révolution, ses idées ont été rapidement perverties, laissant place à des organisations fantoches telles que l'OUA, CEDEAO, CEEAC, etc. Toutes ces organisations sont les symboles éclatants de l'échec lamentable de l'intégration africaine et de la trahison des idéaux de liberté, d'unité et de prospérité pour lesquels nos ancêtres ont combattu. L'OUA a échoué lamentablement, laissant place à une UIA tout aussi incapable et dépendante des puissances étrangères. Cette organisation, censée incarner la souveraineté africaine, suivie grâce à des financements extérieurs, et symbolise sa faiblesse avec un siège construit clairement par la Chine. Loin d'apporter des solutions aux crises du continent, l'UIA n'est qu'un théâtre d'action où les élites trahissent les aspirations des peuples qui meurent de faim
de guerre et de désespoir. Où était l'UA lorsque les enfants mouraient sous les bombes en Éthiopie, lorsque le Sahel s'est transformé en champ de ruines, ou lorsque les coups d'État se multiplient comme des épidémies en Afrique de l'Ouest? La CEDEAO, elle aussi, qui se fait actuellement construire son siège par la Chine, soi-disant bastion de la démocratie, ne fait qu'accumuler les sommets inutiles et les déclarations creuses. Incapable de briser le cycle des dictatures et des rébellions qu'elle prétend combattre. Ses propres membres se font régulièrement des coups d'État institutionnels dans leurs pays respectifs, à son nez et à sa barbe, sans qu'elle ne puisse piper un coup. Quant à la CEAC, elle est l'incarnation de l'incompétence. Les conflits en RDC, en RCA ou au Tchad explosent à ses frontières, mais elle reste paralysée, spectatrice complaisante d'un chaos qu'elle n'ose affronter. Ces organisations gangrénées par le marionnettiste, la corruption et la lâcheté servent les intérêts des élites prédatrices et les puissances étrangères. Elles ne sont pas les outils d'une renaissance africaine, mais les chaînes invisibles qui maintiennent notre continent à genoux. Dans le conflit en RDC par exemple, c'est finalement l'oncle Sam qui se targue le mérite d'avoir trouvé un compromis entre les deux belligérants. Mais la conclusion de cet accord fut les plus tristes et pathétiques. La main tendue aux antagonistes n'était pas pour éteindre les flammes du conflit, mais pour s'assurer que, dans la cendre des vies brisées, scintillent les minerais qui les contrôleraient à jamais. Peuple d'Afrique, voilà notre Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la même misère nous écrase. Un continent pillé, trahi, brisé. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour détourner les yeux ou masquer la vérité, mais pour l'affronter et la dénoncer avec la force féroce de notre indignation. Que dans la vérité brutale, nulle n'est la résistance. Présent compliqué, avenir ambigu. Aujourd'hui, le rêve africain, c'est de se déguerpir du continent. Les vieux, les jeunes, tous veulent déménager. Le pire, ce sont les adolescents. Allez dans nos collèges et lycées, demandez à vos enfants, vos frères, vos sœurs, leur plus grand rêve. Ils vous diront, allez en Europe, en Amérique. Bon, c'est dur, avoir le baccalauréat et fuir. Pour eux, quitter leur terre est déjà une réussite. Voilà où nous en sommes. Voilà aujourd'hui le rêve africain. C'est regrettable pour tout un peu d'arriver à ce point. J'espère que vous vous rendez compte de la gravité de la situation que nous vivons. Quel héritage sommes-nous en train de vouloir léguer à nos descendants? Avouons-le haut et fort, le système a échoué. Le modèle occidental conseillé et imposé à l'Afrique a échoué. Et l'Afrique n'a pas seulement que le dos au mur, elle est perdue et en agonie. Il est temps de renverser tout le système, de renverser cet ordre décadent et de bâtir des institutions révolutionnaires, ancrées dans la volonté des peuples, capables de véritablement libérer l'Afrique des griffes de l'oppression et de la médiocrité. Alors, peuple africain, assis contre le sol, dos au mur, yeux dans les yeux en sanglots, 4 questions simples s'imposent à nous. Que faire? Comment? Quand? Et pour quel objectif? Que faire? Repenser l'Afrique tout de suite. Comment? Disons-le sans détour. L'Afrique a besoin dès maintenant d'un nouveau contrat social et politique. Un pacte clair, juste, entre nous, par nous et pour nous. Une révolution s'impose. Oui, une révolution. Quand? Elle commence ce jour. Lundi 1er décembre de l'an de grâce 2025. Objectif: les Nations Unies d'Afrique. Une union fédérale démocratique et solidaire des peuples africains. Oui, nous devons rêver grand. Comme l'ont fait Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, etc. Rêver d'une Afrique unie, forte et souveraine. Les Nations Unies d'Afrique ne sont pas une utopie, c'est une urgence, une nécessité.
Elles incarnent une vision d'unité enracinée dans la richesse et la diversité de nos civilisations. Une alliance stratégique où chaque État se rebaptise nation et conserve sa souveraineté tout en bâtissant ensemble une puissance collective, à l'image des empires africains d'antan, capables de rivaliser sur la scène internationale sans diluer notre identité. Une alliance démocratique, originale, philosophiquement africaine. À la tête de l'Union se trouve un président ou une présidente élue au suffrage universel direct par tous les citoyens africains des nations membres. Chaque État membre, rebaptisé nation, sera dirigé par le chef de la nation, élu par les citoyens de leur nation respective pour un mandat bien défini et limité. Le pouvoir législatif au sein des Nations Unies d'Afrique sera exercé par un parlement fédéral, nature bicamérale, composé de deux chambres distinctes complémentaires, l'Assemblée des représentants et le Sénat fédéral. Tous élus au suffrage universel. Cette structure garantit à la fois une représentation équitable des populations et une protection des intérêts des nations membres. Il s'agit là d'une révolution qui brise toutes les chaînes et réinvente l'Afrique. Une révolution sociale, politique, monétaire, économique, financière et linguistique. Cette révolution vise surtout à bâtir une Afrique qui fait rêver ses enfants, à bâtir une monnaie indépendante, une armée commune, une politique unifiée, une économie florissante, à bâtir des institutions fortes, plus fortes que les hommes forts, une constitution à l'image des Saintes Écritures, intouchable et inviolable, une gouvernance transparente, une justice véritablement indépendante. Nous devons investir dans notre jeunesse, dans une éducation pertinente et adaptée à nos besoins. Surtout, nous devons croire en nous-mêmes, croire que nous pouvons être les maîtres de notre destin. Nations Unies d'Afrique est la seule voie de notre salut. C'est l'unité dans l'âme. Toute autre tentative ne seront que tromperies, fait de temps et ruine. Nations Unies d'Afrique constitue une fédération démocratique des nations souveraines, librement unies pour chaque commune fondée sur la liberté, la dignité et la solidarité, afin d'assurer la paix, la justice et le progrès des peuples africains. Conclusion de la Révolution. Toutes les organisations africaines, régionales et internationales, dont nous pensions qu'elles apporteraient justice et paix, se révèlent incapables de tenir leurs promesses. Elles organisent des sommets inutiles, signent des accords sans suite et ferment les yeux sur le sang qui coule. Elles n'ont ni le courage, ni la volonté, ni les moyens d'imposer une paix véritable. Elles ont échoué. Pendant ce temps, les vraies victimes, ce sont nos enfants qui meurent sous les balles, les mères qui fuient leur village en feu. Vraies victimes, c'est aussi la jeunesse, de plus en plus apatride, privée de repères. Cette jeunesse qui ne se reconnaît plus dans la patrie et dans les institutions qui devraient la protéger, l'élever et lui faire rêver. Peuples africains, nous ne pouvons plus accepter que des frontières tracées par des colonisateurs deviennent des murs de haine, division ethnique. Nous ne pouvons plus accepter que des dirigeants corrompus, des groupes armés et des puissances étrangères utilisent nos ressources, nos terres et nos vies comme monnaie d'échange. Aujourd'hui, nous disons assez. Assez des guerres fratricides, assez des dirigeants corrompus, valets locaux qui vendent nos pays plus au fond, assez des institutions faibles, complices par leur inaction. Voilà pourquoi cette révolution est nécessaire. En début 2025, une attaque terroriste au Bénin a ravivé les appels à une coopération africaine contre ce fléau. Pourtant, des exemples passés comme la force multinationale mixte, G5 Sahel ou d'autres coalitions montrent qu'elles échouent systématiquement, minées par le manque de coordination, le financement et les rivalités politiques. Résultat, le terrorisme persiste et les populations restent exposées aux violences. Voilà pourquoi cette révolution est indispensable. Ingérence politique. Au nombre des fossoyeurs de notre destinée se trouve la France, elle qui se proclame partout et à qui veut bien entendre la patrie des droits de l'homme et des peuples. Depuis les pseudo-indépendances de 1960 à 2025,
avec son système implacable de la France-Afrique et autres moyens redoutables, aide à participer directement et indirectement à plus de 60 coups d'État sur le continent africain, soit près de 90% de changement de régime par la force, et elle n'a cessé de déstabiliser les régimes non alignés sur ses politiques intérieures, de soutenir des régimes illégitimes, autoritaires, etc. Voilà pourquoi cette révolution est un devoir. Aujourd'hui, les populations, lassées des échecs successifs, portent leurs espoirs sur l'Alliance des États du Sahel. Une initiative certes louable, je le reconnais, mais soyons réalistes. Combien de temps avant que cette lueur d'espoir ne soit éteinte par les mêmes forces qui ont sapé toutes les organisations précédentes? Les hommes ne sont pas éternels. Ceux qui sont là aujourd'hui vont quitter tôt ou tard. Et l'histoire nous a appris qu'il suffit qu'un opportuniste, corrompu ou complice, prenne la tête de l'un de ces trois États pour tout déconstruire. Finira père, héros intemporel, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, etc. ont fait plus que ça. Que sont devenues leurs successions respectives? Des crimes. Donc, chers amis, ce n'est qu'une question de temps. Les forces obscures, dont la France et d'autres puissances, n'attendent que cette faille pour installer leur domination par la manipulation, la division et la déstabilisation. Si des institutions solides et ancrées dans la volonté populaire ne sont pas rapidement mises en place, l'AES risque de devenir, malheureusement comme tant d'autres, un rêve brisé, ramenant le Sahel à la case départ. Voilà pourquoi un seul État est nécessaire: les Nations Unies d'Afrique. Grâce aux Nations Unies d'Afrique, les guerres fratricides, les coups d'État et les insurrections cesseront, non pas par la simple force militaire, mais par l'éradication des causes profondes de l'instabilité, ingérence étrangère, injustice économique, politique et faiblesse des États. L'Afrique débarrassée de tous ces maux pourra enfin se concentrer sur son développement, sa puissance et sa souveraineté. Vive donc les Nations Unies d'Afrique! Mais cette révolution aura un prix. Cette génération doit se sacrifier pour les générations à venir. Les Sankara, Lumumba, Kadhafi et consorts nous l'ont montré. Les censures vont nous mettre les bâtons dans les roues. La métropole ne tolérera pas notre liberté. Elle enverra ses agents secrets, ses armes, ses intrigues pour nous abattre. Ils trouveront des valets locaux, des affidés, des traîtres commis d'office à leur cause parmi nous. Ils nous traiteront de tous les noms d'oiseaux, faux, agitateurs, communistes, populistes, radicaux, anti-occidentaux, etc. Ou au ridicule des cas, ils diront de nous des êtres qui refusent le progrès. Nous ne devons pas fléchir, nous devons être prêts à sacrifier nos vies pour le rêve d'une Afrique libre, pour nos enfants et pour leur suite. Tous ceux qui ont osé rêver d'une monnaie unique et indépendante, d'une langue commune ou des États-Unis d'Afrique ont payé de leur vie ou de leur liberté. Ces destins tragiques ne sont pas de simples anecdotes, ils reflètent un système visant à neutraliser toute tentative d'émancipation africaine. Pour exemple frappant, Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant, a été capturé, emprisonné, puis brutalement exécuté en 1961. Son corps a été dissous dans l'acide, ne laissant qu'une dent comme sinistre vestige. Un acte orchestré avec l'appui de Washington, de Bruxelles et des puissances occidentales, soucieuses de préserver leurs intérêts dans une région riche en ressources stratégiques. Thomas Sankara, leader révolutionnaire du Burkina Faso, a été trahi et assassiné en 1987 par son camarade et ami Blaise Compaoré, avec la complicité de la France. Sankara incarnait l'espoir d'une Afrique autosuffisante, prônant une rupture totale avec le néocolonialisme. À Addis Abeba, le 29 juillet 1987, dans son discours contre la dette, il disait à ses camarades chefs d'État: si vous ne me soutenez pas, si nous ne parlons pas de la même voix, je ne serai pas ici à la prochaine conférence. Effectivement, le 15 octobre 1987, soit 3 mois après avoir prononcé ce discours, il fut assassiné. Muammar Kadhafi, guide libyen, a été renversé et tué en 2011 à la suite d'une intervention internationale menée sous mandat onusien, à laquelle participaient activement plusieurs puissances étrangères, dont la France de Nicolas Sarkozy.
et les États-Unis. Kadhafi défendait une vision panafricaine ambitieuse, la création des États-Unis d'Afrique et l'émergence d'une monnaie commune fondée sur les ressources du continent, destinée à réduire la dépendance vis-à-vis du dollar et des institutions financières internationales. Dans le cadre de l'Union africaine, des projets d'institutions comme le Fonds monétaire africain, dont le siège devait être établi à Yaoundé, au Cameroun, était déjà sur la table. Tripoli, de par son poids financier, jouait un rôle moteur dans ces initiatives. De telles ambitions heurtaient de front des intérêts puissants, ceux des États-Unis, soucieux de préserver la suprématie du dollar, ceux de la France, qui maintient ses anciennes colonies sous sa coupe avec le franc CFA, ceux des multinationales, car le régime libyen imposait un encadrement strict aux compagnies étrangères exploitant ses ressources pétrolières. Mais ce projet était une déclaration de guerre contre l'ordre néocolonial. À partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front tous les fossoyeurs de notre destinée. Il fallait le faire tomber et ils l'ont fait. Aujourd'hui, ce pays n'est qu'une ombre de lui-même, divisé, fracturé, livré au chaos, est devenu le bastion du terrorisme qui déstabilise toute la région du Sahel. La Libye, autrefois un pays prospère, a été réduite en un champ de ruines, une catastrophe soigneusement planifiée qui profite à tous, sauf aux Africains. Ce qui s'est passé en Libye, peuple d'Afrique, n'est pas un simple accident de l'histoire, c'est un avertissement. Chaque fois que l'Afrique tente de se lever, de briser ses chaînes, elle est attaquée, sabotée et brisée. Kwame Nkrumah, père du panafricanisme et promoteur des États-Unis d'Afrique, a été renversé par un coup d'État en 1966, soutenu par des puissances occidentales comme les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. Son coup d'État a eu lieu pendant qu'il était en visite officielle en Chine et au Vietnam, cherchant à négocier la paix dans la guerre du Vietnam. Il a été humilié sur la scène internationale et contraint de finir ses jours en exil, loin de sa terre bien-aimée. Les documents déclassifiés ont révélé que ce coup d'État avait été soutenu par la CIA. Joseph Kony, dans les années 1980, l'économiste agrégé camerounais dénonçait avec force dans son ouvrage Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique, les entraves du franc CFA, une monnaie coloniale qui condamne les nations africaines à la dépendance perpétuelle et à la stagnation économique. D'ici des visionnaires, il appelait à la création d'une monnaie souveraine, contrôlée par les Africains eux-mêmes, comme condition indispensable à l'émancipation économique africaine. Et pour avoir osé défier ce pilier de la France-Afrique et en dépit du solide fondement scientifique de ses travaux, il fut brutalement réduit au silence. Joseph Kony fut assassiné le 27 décembre 1984 par des services secrets français. Agrégé de sciences économiques en France, docteur en sciences économiques, professeur d'université et haut fonctionnaire, sa compétence académique donnait donc un poids considérable à ses critiques du système du franc CFA. Ses écrits étaient redoutés. Il n'était pas simplement un militant ou un idéologue, mais un technicien de génie, impossible à discréditer sur le plan intellectuel. La liste est longue. Marianne Mouabi, Amilcar Cabral, Samora Mbaké, Eduardo Mondlane, Félix Moumié, Medine Ben Bakar, Sylvanus Olympio, Omar Blondin Diop, etc. Ils ne sont pas morts, peuple africain. Ils ont tous été tués et leurs assassins rôdent encore, tapis dans les ombres des métropoles, manipulant nos destins à leur profit. Les Africains n'ont pas droit à l'émancipation, à la lumière, ni au bonheur. C'est comme ça, c'est ainsi. Ils doivent vivre suivant les normes prédéfinies par ceux qui pensent être les plus intelligents et les plus bénis par Dieu. Qui, pour oser défier ces règles et ce système mis en place par la métropole? Personne. Car sur ce chemin, la seule garantie que vous avez, c'est l'assurance d'un assassinat certain. Toutes les figures politiques et intellectuelles africaines influentes qui ont osé critiquer ouvertement et publiquement les monnaies coloniales ou le système néocolonial ont fait face à des répressions, des disparitions ou des assassinats. Certains dirigeants africains, conscients de ces menaces,
préfèrent souvent le silence. Ils savent, tous savent qu'un mot de trop peut leur coûter leur pouvoir, leur vie ou celle de leur proche. Les présidents africains, qu'ils aient accédé au pouvoir de manière déloyale ou démocratique, évitent généralement de traiter des sujets sensibles tels que l'émancipation monétaire ou l'unité politique, de peur de subir le même sort que leurs prédécesseurs, de peur que leur palais soit bombardé comme ce fut le cas de Gbagbo en 2011, de peur que l'humiliation, l'exil ou l'échafaud ne deviennent leur héritage. Enchaînés par des accords suivants de trahison, ces présidents préfèrent le silence à la révolution. Ils savent que touche le vent coûte cher. Ils ont vu leurs frères, leurs pères, pendus et brûlés dans l'oubli. Ils ont peur. Ils ont peur des hommes de Washington, de Londres, de Paris, de Berlin, de Bruxelles. Ils ont peur des drogues, des embargos, des chambres noires où naissent les complots. Ils savent, tous savent qu'ils ne tiennent leur trône que par la permission des maîtres du monde. Devant leurs maîtres, ils savent que gagner une élection en Afrique ne signifie pas détenir le pouvoir. Le climat de terreur est tel que même les idées d'émancipation sont étouffées. Les populations, quant à elles, subissent cette situation dans un mélange de résignation et de peur. Ceux qui protestent à haute voix risquent la répression, l'exclusion ou pire. Les suivants n'osent plus parler, n'osent plus rêver. Ou au meilleur des cas, ils grondent dans leur chambre close et leurs murmures se perdent dans l'obscurité. À genoux, mais pas brisés, l'Afrique, berceau du monde, dort sous un silence forcé. Les terres qui enrichissent les maîtres étrangers voient leurs enfants mendier dans la poussière. Pour les puissances occidentales, une Afrique faible est une garantie de stabilité pour elle-même. Elles craignent une Afrique unifiée, industrialisée et autonome, car cela remettrait en cause leur domination économique. L'idée d'une monnaie commune africaine ou d'une intégration politique continentale suscite une opposition farouche. Malheureusement, ces stratégies de domination réussissent en grande partie grâce à la division et à la peur généralisée en Afrique. Les populations sont désorientées, convaincues à tort de leurs infériorités et de leurs incapacités à renverser le système en place. Cette situation, bien compréhensible, pas irréversible. Les leçons de l'histoire montrent que même les systèmes les plus rigides finissent par s'effondrer lorsque les constantes cédèrent. Nous avons appris à survivre sous le joug de ceux qui prétendaient nous civiliser. Nous avons appris que notre sous-sol est le sang des nations étrangères. Nous avons appris que notre pauvreté est leur richesse. Nous n'avons pas encore appris à nous libérer. Nous murmurons dans nos chambres, mais nous n'avons pas encore crié dans les rues. Et pourtant, il y a quelque chose de brisé dans ce système de peur. Les chaînes ne sont pas éternelles. Les murmures se transforment en grondements. Les nuits les plus longues finissent par s'achever. Les cendres des héros assassinés continuent de brûler. Sankara disait, tuez Sankara aujourd'hui, demain mettront et Sankara. Je voudrais dire que si les millions des oreilles qu'ils entendent ceci, l'Afrique se relève. Des millions de Sankara sont nés à travers le monde. C'est le lieu de rendre hommage à tous nos héroïnes et héros. Mes pensées s'élèvent vers nos rois, empereurs et pharaons d'Afrique antique, ces intrépides guerriers qui ont affronté les envahisseurs défendant jusqu'à leur dernier souffle cette terre bénie. Au Congo, Patrice Lumumba, dans la cage où il était enfermé, lorsqu'il entendit les murmures de son assassinat imminent, écrivit ceci à Pauline, sa bien-aimée. Que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple, dont on a transformé l'indépendance en une cage, d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. L'histoire dira que nous sommes beaux, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et des fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Je rends hommage à nos grands penseurs, écrivains et visionnaires qui ont forgé par leurs idées et leurs écrits l'épine dorsale du panafricanisme et l'idée lumineuse des États-Unis d'Afrique, rêvant d'un seul et même continent, debout et souverain,
Ces esprits brillants ont semé les graines de l'unité et du renouveau, définissant les frontières tracées puis imposées par les fossoyeurs de notre destin et à l'intérieur desquels nous sommes définis par l'union. Comment puis-je oublier les martyrs de notre continent, ces dignes filles d'Afrique, tombées sous les balles de l'oppression, victimes d'assassinats, de trahison, pour avoir osé rêver d'une Afrique libre, unie et prospère. Je rends hommage à tous ceux et celles qui ont affronté l'injustice et l'inhumanité, armés seulement de leur courage et de leur foi en l'avenir de notre peuple. Tête baissée, les genoux épousant la poussière chaque jour, avec déférence devant vos différentes photos accolées à mon mur. Je joins mon cœur, mon âme et mon souffle à celui de ce peuple mien pour vous rendre un vibrant hommage, vous dont les visages et les actes ornent les remparts de nos cœurs et de nos mémoires. Vous êtes nos guides, nos lumières dans les ténèbres de la division et de la désunion. Que vos âmes trouvent la paix éternelle et que la terre qui vous a vu naître et mourir vous soit douce et légère. Nous autres, encore vivants et toujours sous la menace, sommes suffisamment outillés, non pas pour vous venger, mais pour concrétiser, quoi qu'il arrive, nos différents rêves dans son intégralité, pour nous d'abord et pour nos descendants. Les Nations Unies d'Afrique, ce concept éternel, transcende les époques, englobe non seulement toutes les multiples aspirations et les différents idéaux depuis l'époque pharaonique jusqu'à nos jours, mais également le désir profond des masses populaires africaines de bâtir une Afrique forte, ancrée dans la démocratie, pleinement souveraine et unifiée dans toute sa diversité. Vive donc les Nations Unies d'Afrique!